Donc, bonjour, mesdames, messieurs. Donc, Jean-Christophe Godard, toutes les équipes d'organisation de Corpus Africana, au Centre chorégraphique James Carles, à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, à l'Université catholique de Louvain, et moi-même vous souhaitons de façon extrêmement chaleureuse la bienvenue à cette manifestation Colloque Festival. Nous souhaitons démarrer l'ouverture du festival Colloque Corpus Africana par un hommage et une dédicace de toute la manifestation à la mémoire du professeur Eboussi Boulaga. Le professeur Eboussi Boulaga, qui devait être avec nous, est décédé au Cameroun le 13 octobre dernier. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, nous vous proposons quelques minutes en vidéo d'une de ses interviews suivie d'une minute de silence. Sa conférence du mercredi 31 octobre sera remplacée par la projection intégrale de l'interview et elle sera suivie de plusieurs témoignages d'anciens étudiants, de jeunes chercheurs et de chercheurs confirmés en Europe et sur les continents noirs. Je vous montre un extrait de vidéo. Est-ce que quelqu'un Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Prosaïquement, je viens à la philosophie parce qu'elle m'intéresse au niveau peut-être déjà de la classe qu'on dit de terminale aujourd'hui, mais que la suite des études que je mène chez les jésuites a dans son programme une période de formation à la philosophie. Donc, avant la philosophie, j'ai fait une licence de lettres et puis ça a été la philosophie avant la théologie. Et dans l'entre-deux, l'anthropologie, ou dans l'entre-trois, si j'ose dire, l'anthropologie. Donc, si je fais la philosophie, c'est parce que je dois l'enseigner, parce qu'elle m'intéresse par ailleurs. Mais vous auriez pu noter que ce que j'écris et qui nous réunit aujourd'hui n'a jamais été ce que j'ai enseigné dans les amphithéâtres. La crise du monde, tout seul, est un ouvrage philosophique, devrait résister un peu au temps et donc ne pas attendre comme une réalisation qui en marquerait, comment dire, le dépassement. Si c'est un bon livre, il devrait encore être lu et réinterprété et approprié par des individus pour se comprendre, même dans des circonstances changées. Donc, je crois que le livre a résisté au temps et donc il est susceptible d'interpeller encore les gens pour leur dire: sommes-nous en train de nous prendre en main, d'exprimer notre liberté, de nous inscrire dans le monde, non pas simplement en subalterne, en subordonné, en mendiant, mais en être humain qui participe au devenir de l'humanité. Donc c'est un ouvrage qui est encore lu, me semble-t-il, qui est traduit encore. La version anglaise vient d'être traduite cette année. La traduction anglaise est sortie cette année. Et il y a des travaux là-dessus. Donc, de ce point de vue, on peut dire qu'à la fois, ce livre est par bien des côtés dépassé. Peut-être on ne l'écrirait plus dans les mêmes termes, mais il est aussi d'une actualité pour ceux qui savent le reprendre à leur propre compte activement et montrer ce qui est peut-être dépassé, mais ce qui est encore actif et utile à qui veut prendre conscience
une conscience critique de sa situation dans le monde d'aujourd'hui. Donc, alors, là-dessus, vous me demandez si, bon, il n'y a pas d'autres personnes, en supposant que ce soit un intellectuel, qui fassent le même effort, ou même davantage. Est-ce que je peux donner des noms? On veut des noms. Je dirais que, premièrement, le livre, quand un livre est bon, il s'est fait en discussion, dans un milieu de discussion, même si on n'est pas allé discuter verbalement avec les individus. On a tenu compte de ce qui s'agitait dans la société passante de l'époque. On a répondu à des objections, on en a inventé préventivement d'autres. Donc, c'est un travail qui est toujours, en quelque sorte, un travail collectif, même s'il est fait par des individus. L'idéal philosophique, entre guillemets, c'est d'être tout seul, ensemble avec les autres. On n'est pas tout seul et on n'a pas la vérité tout seul contre tout le monde. Et ça ne serait pas la vérité, mais ce n'est pas parce qu'on s'immerge dans la foule, dans la masse, qu'on a la vérité. Vous voyez, c'est une dialectique que Merleau-Ponty a bien expliqué. On ne va pas la vérité tout seul parce que ça ne serait pas la vérité. Ce n'est pas la vérité individuelle qui est quelque part qu'il faut à tout prix chercher pour son salut individuel. Mais en même temps, on ne le fait donc pas contre tout le monde. Mais on ne le fait pas non plus contre soi-même en se dissolvant dans la masse, en étant le porte-voix, le porte-parole de la foule. Voilà, donc, et c'est pourquoi je ne pense pas que je puisse m'imaginer faire des choses qu'aucun autre ne ferait dans notre contexte. Et donc, je n'ai pas à donner des noms, parce que une des exigences d'un certain type de pensée, c'est à la fois d'être attentif aux autres, mais d'être aussi un peu solitaire. C'est-à-dire de ne pas penser uniquement contre les autres ou en commentaire des autres. Sinon, bon, on risque d'être superficiel. Vous interviewez un vieillard, il faut vous attendre à ce qu'il radote et qu'il vous répète les mêmes choses. Ce que j'ai dit de mille manières et écrit, c'est que ce sont des autres qui vous reconnaissent comme intellectuel. Et ils vous reconnaissent comme intellectuel, non pas du fait d'un diplôme, mais du fait de la stimulation que vous apportez à leur vie intellectuelle. Et d'autre part, être intellectuel peut revêtir beaucoup d'aspects. Ma prédilection va pour l'intellectuel commun, celui qui vit comme vous et moi et qui prend en charge les problèmes du commun et qui le fait avec les autres. Afin de vous présenter ce précipité intitulé Corpus Africana, précipité au sens chimique, qui associe le festival Danse et Continent Noir et un congrès philosophique consacré par le consortium universitaire européen Europhilosophie à la présence africana, je vais m'appuyer sur ma trajectoire personnelle. Ce sera, je crois, plus compréhensible. Je suis né au Cameroun, il y a plus de 50 ans, à Douala, évoluant enfant entre la culture Sawa, Bassa et Bamileke. Cette dernière, la culture Bamileke, qui est la culture et tradition ancestrale de mes parents, constitue le socle de ma culture traditionnelle africaine. C'est dans un environnement socialement aisé que j'ai évolué. Mes parents étaient des industriels et des commerçants. Du fait de cet environnement, je suis assez vite sensibilisé au fait qu'il existe une riche et diverse diaspora africaine. Je suis arrivé en France au collège au tout début des années 80, dans une posture ambivalente.
c'est-à-dire à la fois très complexée, refoulant de façon assez forte les traits de mon africanité. Je crois que c'est la résultante de l'école républicaine postcoloniale camerounaise et de l'éducation religieuse jésuite que j'ai suivie dès mon plus jeune âge au Cameroun. En France, je cherche à me fondre dans la masse et je préfère l'hiver malgré le froid, car il fait nuit plus tôt et que je peux déambuler dans les rues en étant certain que l'on ne me verra pas. D'un autre côté, je recherche de façon très vivace, mais sans succès, les traces, les signes de ma culture traditionnelle africaine dans l'environnement français de l'époque. C'est dans ce contexte que je me retrouve très souvent à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, qui à l'époque distribuait, entre autres, les ouvrages de la Maison Présence africaine de Paris. En 1998, je lis tous azimuts, anthropologie, roman, histoire, entre parenthèses donc Cheikh Anta Diop, cosmogonie, etc. Puis, un jour, je demande au vendeur de la librairie Ombre Blanche des ouvrages de philosophes africains traitant de philosophie africaine. Le vendeur, qui me connaissait assez bien, me regarde interloqué et me répond promptement « Philosophie africaine? Mais ça n'existe pas. » Sur l'instant, je l'ai cru, tant il était sûr de lui et m'indiquait par son langage corporel que ma question était plus qu'idiote. Je me souviens encore très bien de ce moment. Je voyais tout noir tout autour de moi. Il n'y avait que lui, sa forte présence et moi, comme dans une des scènes extrêmement fameuses de West Side Story. Vous savez, Maria, etc. On ne voit plus rien, on voit que l'autre. Je suis sorti de la librairie Ombre Blanche et me suis dit non, ce n'est pas possible. Ça doit bien exister. En fait, mon corps me le disait. J'ai fait confiance à mon corps et je me suis mis à chercher de façon plus structurée et systématique les traces de la présence artistique ou intellectuelle africaine en France et en Europe. C'est à ce moment que j'ai entrepris ce travail de recherche, collecte, conservation du patrimoine artistique et intellectuel des afrodescendants en Occident, avec une dominante danse. Ce travail me permettait également de construire ma démarche artistique et chorégraphique. J'avais fait en 1986 à Toulouse la rencontre de Germaine Acogny, dont le travail m'avait fasciné. Son concept de soleil pour indiquer le sternum, la lune pour indiquer la zone lombo-sacrée, les étoiles pour indiquer la zone du pubis. Je n'y comprenais rien, mais ça me parlait. Sa démarche a constitué un repère significatif pour moi. 10 ans plus tard, devant une suite infinie de fins de non-recevoir que les institutions publiques ont opposées à mon projet artistique, j'ai imaginé un projet qui allait me permettre de trouver, par mes propres forces, l'argent nécessaire pour financer mes recherches et les expérimenter concrètement via la chorégraphie et la pédagogie. C'est la création du centre chorégraphique James Carles. Il a été pensé comme un écosystème vertueux qui se régénère par le dialogue entre la pédagogie, la création, la recherche et l'éducation artistique. Le but était de pallier le manque de soutien institutionnel. En 1997, je vais voir Germaine Acogny pour l'informer de mon intention de créer ce centre chorégraphique à Toulouse. Elle est ravie pour moi, me souhaite bonne chance en m'indiquant qu'elle n'est pas parvenue à réaliser un projet identique à Toulouse pour des raisons, je dirais, étranges. Voilà, je ne vous le dirai pas, je lui laisse le soin si elle a envie de vous en parler vendredi prochain. Elle fait une conférence ici le matin. Voilà. Posez-lui la question, pourquoi elle a quitté la France pour aller s'installer au Sénégal. Elle est française, ou franco-sénégalaise. Donc, Germaine Acogny me dit qu'elle est certaine que moi je vais y arriver là où elle n'y est pas arrivée. Elle venait de créer l'école des sables au Sénégal.
Je pense qu'elle en parlera aussi vendredi. Grâce à l'école, donc au fonds généré, aux bénéfices générés par l'école de danse, je vais consolider mes recherches sur les démarches des auteurs et chorégraphes états-uniens. Catherine Dunham, Pearl Primus, Assata Tadafora, Taleb Betty, Emsley Winfield, Edna Guy. Je pense que vous connaissez peut-être très peu ou pratiquement personne de ces gens-là. Mais si je vous parle de Ruth Saint-Denis, Isadora Duncan, qui c'est qui connaît Ruth Saint-Denis, Isadora Duncan? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ruth Saint-Denis, Isadora Duncan, très bien. Edna Guy était danseuse de Ruth Saint-Denis. Et elle n'a pas pu faire les scènes parce que dans le contexte américain raciste de l'époque, elle était noire. Et elle a quitté la compagnie de Ruth Saint-Denis parce qu'elle ne pouvait être que dans les studios pour aller créer à Harlem, donc à la même époque, donc une compagnie de danse afro-centrée avec MC Winfield. Et c'est de cette génération que descend les Catherine Dunham que l'on connaît peut-être plus. Voilà. Je fais très vite, je la fais très courte. Je fais aussi des recherches en France et je rencontre les figures de Feral Benga, Lucky Zebila, Fodé Baketa, Elsa Wollaston, Germaine Acogny que je connaissais, Alphonse Thierroux, Lena Blue, etc. Et je me rends compte que malgré le temps, l'espace, les différences de culture sociale et politique, des auteurs partagent les mêmes problématiques, surtout les mêmes questionnements que les miennes. C'est-à-dire comment concilier identité, universalisme, création artistique dans un contexte de domination totale. Je vous montre une vidéo pour introduire ce que je viens de dire. Qu'est-ce que c'est danse contemporaine en Afrique? Si c'est dans le temps, on est contemporain. Si c'est un concept comme en France, eh ben c'est pas comme eux. On peut dire qu'on n'est pas contemporain, mais on est contemporain. J'ai commencé en 1962. I started in 1962. À faire cette révolution. You know, this revolution that we're talking about 62. now. 1962. Ouais. When I took my first class classique, Quand j'ai pris ma première danse, and the teacher said, I have to do this. And I said, okay, I do it. And after I said, now I do this. The thing stems from the fact that the African is an extrovert. And the black people who came to America carried that along with them, you know. It wasn't always that they were just dancing down on the plantation for joy or amusement, but they had a kind of inborn intelligence enough to know that if they kept up their tribal movements and songs, and as far as they could, rituals and so forth, they would be saving themselves. Dans le sternum joue une partie primordiale dans la danse africaine. Tous les gens remarquent le bassin, parce que c'est une partie qui est liée à la fertilité. Mais le sternum, si vous voyez les danses au Bénin, la façon qu'on utilise pour faire mouvoir le bras, si le voit au Congo, l'accent est sur le bassin. C'est tout un travail sur le sternum et c'est la partie la plus dure. On croit que c'est Dieu. Et ça pousse, c'est mousse, et les cartilages, on la pousse, comme je dis, dans l'échauffement, parce que c'est là le souffle, est juste en dessous, dans le sternum, les poumons qui filent le souffle, et ça permet d'être légère, de placer le corps, le poids du corps, dans cette sternum. Le sternum, le coccyx, c'est comme deux moteurs d'une voiture. Je parle tout le temps de voiture et jamais de la danse, en disant nous sommes la voiture et le chauffeur. À l'exception de l'être humain, on a deux moteurs, le sternum et le sacrum. For instance, the symbol of one hand going up to the heaven and the other hand out, this is
was strong in the cultural history of black people. Then I went in movement to the Nile, to the pyramids, where those strong movements of contractions would come in, and where the movement of those who brought the big stones then. After that, to the Mississippi. But the Mississippi was a matter of the sadness, the torture, the loneliness, the fear of the people of black ancestry. Né au Sénégal, Ferral Benga fut l'une des grandes figures de la danse et des cultures noires dans le Paris des années 30. Il a 17 ans quand il arrive en France. Il débute aux côtés de Joséphine Baker dans La Folie du jour. À l'époque, les danses exotiques sont à la mode. Très vite, sa carrière au musical est lancée. Il est l'une des vedettes de la revue des Folies Bergères intitulée Un coup de folie. Bientôt, la critique le consacre comme l'étoile noire. La même année, repéré par Jean Cocteau, Ferral Benga sera l'ange noir de son film Le sang d'un poète. Tous les grands photographes de l'époque l'immortalisent. Il devient une icône. Et la danse du sabre restera comme l'une de ses créations les plus connues. En réaction à la montée du nazisme en Allemagne, il crée au Théâtre des Champs-Élysées un gala de danse noir et blanc. La critique déplore que ces danses ne fassent pas suffisamment africaines, pas assez exotiques, car il préfère le classicisme. En 1938, Ferral Benga ouvre La Rose Rouge. Ce grand cabaret parisien deviendra un haut lieu des mouvements artistiques de la négritude. Proche de Jean-Paul Sartre et Albert Camus, Ferral Benga, pionnier dans le dialogue des cultures européennes et africaines, a marqué à jamais l'histoire de la chorégraphie française. We always had a popular bent to what we do because doing black material, people always like to say that we were commercial. What do you think about that, Brother John? Because we did blues and we did Dizzy Gillespie and we did Congo Tango Palace with Miles Davis. Because we did those kind of things, even though they're expressive to us as black people, certain critics always like to say, well, that's so commercial, but without realizing that that's our expression. Parce que je vous rappelle, parce qu'on a trop tendance à enfermer la danse dans son objet premier, un objet artistique, juste pour le plaisir des sens et des yeux. Mais la danse, quand un corps danse dans une société, c'est un langage intelligible pour dire la parole inaudible des forces cachées d'un peuple. Je voulais laisser Alioune Diop. Si on a le temps, on en parlera, mais c'est le fondateur de la maison Présence africaine, Fodé Baketa. On ne pouvait pas faire quelque chose de très long, à qui on doit le concept de danse africaine, en fait. Donc il a créé sa compagnie à Paris dans les années 50, qui s'appelait les Ballets Noirs de Paris. C'est devenu les Ballets Africains de Paris. Et il a quitté Paris en 58, au moment où le général de Gaulle a proposé aux Africains de choisir de rester dans l'Union française ou d'être indépendants. Donc la Guinée a choisi d'être indépendant. Donc Fodé Baketa est parti en Guinée. Il était juriste. Il est devenu ministre de la Défense. Et il a rapatrié sa compagnie parisienne qui est devenue le Ballet National de Guinée. Et c'est le Ballet National de Guinée, travaillant avec les Russes, structurant, qui a véhiculé toute cette image que nous avons de la danse africaine, qui sont les danses d'Afrique de l'Ouest, qu'il a structuré. Il a beaucoup écrit sur la danse. Ce sont tous des universitaires et des artistes. Il a écrit un super article qui s'appelle « La danse africaine et la scène ». Et il a travaillé avec un procédé de collage, d'aller en Afrique, de chercher des matériaux de danse, de les mettre bout à bout et de les structurer un peu comme un ballet classique, voilà, en cassant dans la syntaxe traditionnelle des danses d'Afrique. Et il est parti avec un anthropologue anglais qui s'appelle Geoffrey Gorer. Donc les premiers ouvrages, des textes écrits sur les danses d'Afrique datent des années 40, 30, voilà, avec anthropologie. Je termine donc en disant le centre chorégraphique James Carlex fonctionne assez vite
J'ai les moyens, grâce aux bénéfices de l'école de danse, donc de financer mes recherches et mes projets artistiques. Je constitue un fonds documentaire sous l'égide de l'association Danse, Mémoire et Patrimoine. En 2007, donc 10 ans plus tard à nouveau, sous l'invitation de Germaine Acconi, encore une fois, elle arrive tous les 10 ans, je me retrouve avec une 50aine d'artistes venus de l'Afrique et de la diaspora. Ils venaient de l'océan Indien, Caraïbes, Amérique, Europe, Afrique. Et c'est à ces moments que je réalise pour de vrai que nous partageons encore à l'époque contemporaine les mêmes questionnements. En gros, comment se définir dans un environnement où le concept contemporain a été approprié par un groupe de personnes qui n'ont pour seul point commun que la couleur de leur peau? C'est là que j'entreprends de transformer le Festival Danse à Toulouse en Festival Danse et Continent Noir. Avant le Sénégal, j'étais membre de la commission d'experts pour l'attribution des subventions aux compagnies chorégraphiques auprès du ministère de la Culture. La lecture de tous les projets chorégraphiques se faisait à l'aune d'une histoire de la danse héritée des années 30, donc par les deux critiques majeurs, John Martin et Edwin Denby. Et la grille de lecture donc, était centrée sur les productions dominantes blanches de la tradition européenne posée comme universelle. Cette même histoire, qui avait été corrigée et rééquilibrée aux États-Unis dans les années 80, en réintégrant la tradition africaine, ne l'a jamais été en France, encore aujourd'hui. Il fallait donner un socle à l'histoire française européenne, elle-même interculturelle, mais dont beaucoup nient ce fait au nom d'une certaine conception de l'universalisme. Exhumer le patrimoine, la faire vivre, en extraire les grands principes techniques et théoriques de manière à nourrir la culture du plateau, c'est-à-dire l'écriture chorégraphique, les techniques de créativité, les techniques de corps, et le partager avec le grand nombre, c'est ça le projet de Danse et Continent Noir et le projet Danse Noire. Voilà. Donc c'est un rajout, c'est une contribution, c'est une addition d'autres modalités à ce que l'on a déjà. Voilà. Parce qu'on pense que ça s'additionne. On peut changer de paradigme, on peut swinguer entre les paradigmes. Je termine avec une dernière vidéo et puis on conclut. In those dark days of 1939, Katherine Dunham was a pioneer in Hollywood. Her troupe of black dancers was the first ever to appear on the screen. To the white moguls, Vaudoon was voodoo, and Miss Dunham was an exotic ball of fire.
southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. That a black man had been killed, he had been hung, maybe he had been shot, that a black man had to have suffered these iniquities. Cette technique vient de Haïti, en fait. Elle a beaucoup travaillé à Haïti, donc elle a utilisé des formes et des sources qui viennent de Haïti pour développer cette technique de corps depuis les années 30, donc ça s'appelle la technique Catherine Dunham. Et là, c'était en observant les femmes qui descendaient les vallées en portant des paniers dans la tête pour l'alignement. Donc elle a travaillé la marche à partir de ça.
je conclue. Donc nous pensons que cette dernière édition sera probablement la dernière, en tout cas pour le Festival Danse et Continent Noir, car la fatigue et le manque de moyens humains et financiers ne nous permettent pas de nous projeter à ce jour. Voilà, ça fait 30 ans et c'est des moyens personnels qui ont permis de tenir, et je ne peux plus. Voilà. C'est dans ce contexte que nous avons fait la rencontre de Jean-Christophe Godard, qui amicalement et professionnellement a proposé cette belle association autour du projet Corpus Africana. Cela concrétise de façon plus lisible nos 20 ans, donc nos 30 ans de travail. La programmation est riche et forte, belle. Nous vous recommandons de ne rater sous aucun prétexte le moindre événement, car il est inédit, il est unique. C'est vraiment dans la joie donc, que nous vous accueillons. Merci de votre présence, bonne conférence, bon festival. Merci. Merci beaucoup, James. Mais c'est pas fini. On ne te laissera pas arrêter comme ça. Je ne sais pas comment encore, mais voilà. Comment dire, je voudrais juste ajouter quelques petites choses et puis moi aussi lire un petit texte pour essayer de comment dire, de marquer ce qui a pu effectivement nous engager, nous, en tant que universitaire, formation en philosophie, à participer à cet événement. D'abord, je voudrais faire une petite liste de remerciements. Je déteste le micro, ça va être une petite liste de remerciements, puisque on est toute une équipe à travailler depuis, je ne sais pas, presque un an maintenant, autour de l'événement. Donc je ne vais pas comment dire, nommer tout le monde, j'ai oublié plein de monde, mais je tiens quand même à remercier, il n'est pas là, il arrive demain, Marc Méchalk, hein, qui est directeur d'un centre de recherche à l'Université catholique de Louvain, qui comment dire, participe par ce centre de recherche à un séminaire qu'on a créé à l'Université de Toulouse qui s'appelle le séminaire Penser les décolonisations et qui fonctionne en coopération donc, avec Louvain depuis 2016, c'est-à-dire depuis l'université d'été sur décoloniser la pensée que nous avions organisé à l'Université de Toulouse. Et d'une certaine manière, l'événement qui commence aujourd'hui, qui en réalité a commencé samedi avec SNEC, et s'inscrit dans la continuité de ce qui s'était passé en 2016. C'est pour ça que ça ne s'arrêtera pas. On est en route. Je tiens à remercier aussi Denetem Twambona qui est dans la salle, je ne sais pas où il est, puisque Denetem avait le projet d'organiser un événement alors similaire, je ne sais pas comment dire, en Guyane, qu'il appelait Lianage, il est là, hein, c'est ça, hein, et il n'a pas pu monter cet événement pour des raisons financières notamment, et à partir de ce moment-là, il a commencé à m'envoyer toute une série de mails les uns après les autres en disant « Tiens, t'as vu, on avait prévu ça, c'est génial, tiens, il y avait ça, etc. » Et peu à peu, comment dire, on a intégré tout un ensemble de choses qui étaient prévues en Guyane. Puis à un moment donné, j'ai dit on arrête parce que c'est nous qui avions plus de sous. On ne pouvait pas continuer. Mais donc c'est Denetem est un artisan, comment dire, de ce que nous allons vivre là pendant les 15 jours. Je remercie aussi Ouria Bentouami, hein, qui a apporté l'appui du laboratoire de recherche de Toulouse, dont elle est la directrice. Et puis pas seulement, enfin, je veux dire, pour aussi son investissement dans la programmation. Je remercie aussi, je cite Norman Najari, hein, qui va venir tout à l'heure, qui est au sein
de l'équipe est actif, a été actif dans la construction du projet. Lina Alvarez, qui est doctorante à l'Université de Louvain et qui a fait énormément aussi pour à la fois la programmation, pour l'accompagnement de l'organisation. Je remercie encore Anne Coignard, qui a passé ces dernières semaines notamment, mais qui a accompagné beaucoup de temps sur tard le soir, les week-ends, à préparer les choses, et qui, comment dire, accompagne aussi, je dirais, intellectuellement et politiquement le projet. Maintenant j'arrête parce qu'après je vais me faire engueuler. Laureline Courret et Emmanuel Manteau qui ont monté la journée du 3, je ne dis pas de bêtises, hein, c'est le samedi 3, hein, sur le cinéma et le jeune cinéma documentaire. Et puis pas seulement, hein, qui ont participé aussi à beaucoup de choses. Gabriel Rivière, hein, qui est doctorant et qui a accompagné aussi la préparation de l'événement. Christiane Fiupou, qui était là aussi. Christelle Ferga, qui s'est occupée en partie de la com. Ali Monkemuller, qui dans la première phase de l'organisation était là en assistance technique. Les étudiants, les étudiantes, nombreux qui se sont impliqués dans la préparation. J'ai oublié personne? Je ne pense pas. Et Tiffaine, voilà, aussi. Voilà. Je veux juste commencer avant de dire un mot pour préciser, annoncer ce que vous avez déjà remarqué, c'est-à-dire qu'Achille Bembe n'est pas avec nous. Il a été retenu pour des raisons familiales, voilà, et il a dû rentrer sans passer par Toulouse. Voilà, il s'excuse auprès de vous. Je veux juste préciser que l'atelier que devait organiser Achille Bembe cet après-midi, évidemment, est maintenu. Hein. On a constitué une petite équipe pour comment dire, voilà, suppléer son absence et encadrer l'atelier. Je voudrais aussi ajouter qu'en début d'atelier, normalement, je ne sais pas s'ils sont arrivés ou s'ils arrivent cet après-midi, hein, mais nous avions deux collègues de l'université afro-brésilienne de Bahia. Ok, voilà. Et Kléber, il est... Ah, d'accord. Il va arriver, d'accord. Bon, donc c'est très bien. Donc pour dire qu'effectivement, au début de cet atelier, il y avait vos interventions. Donc ce que je comprends, c'est que Kléber n'est pas là, donc il n'y a pas son intervention. Mais à la limite, bon, ce n'est pas très grave, dans la mesure où je voulais qu'on prenne l'occasion en début d'atelier pour que les amis brésiliens qui sont avec nous fassent un point, ou qu'éventuellement toi tu fasses un point, hein, sur la situation au Brésil. Je vais dire à laquelle effectivement votre université est confrontée directement, puisque c'est une université qui avait été créée par Lula, hein, spécifiquement pour comment dire, inventer un modèle comment dire, de pratique universitaire. Littéralement, je crois que c'est dans les institutions de cette université, qui ne soit ni Oxford ni Bologne. Et on peut bien se douter que vous allez être comment dire, directement concerné en ligne de mire par les derniers événements. Donc voilà, sur l'organisation, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Juste mentionner cela encore, le programme qui est dans le dépliant, il est à peu près le programme, enfin on va dire à 95%. Maintenant, il y a des petites choses qui ont bougé et je vous conseille pour les 15 jours de toujours consulter le fil Facebook
hein, où comment dire, les événements sont tenus à jour, il y a des choses qui se sont ajoutées, il y a des choses qui ont bougé. On fera un point, nous, à chaque fois, jour après jour, mais voilà, pour anticiper, le fil Facebook, lui, il sera à jour. Voilà ce que je voulais dire pour l'organisation. Alors, je dis un petit mot, pas très longtemps, hein, parce qu'on va passer aux conférences pour expliquer un petit peu ce que le consortium Europhilosophie comment dire, fait dans cette affaire, dans cette entreprise. Alors, tout d'abord, j'aime bien dire effectivement que le master Europhilosophie, qui est un master international Erasmus Mundus, qui est donc financé par l'Union européenne, que ce master existe depuis 10 ans, depuis 2007, qu'il est piloté par l'université de Toulouse-Jean Jaurès avec des partenaires européens, des universités européennes et des universités non européennes, et que pendant ces 10 ans, il a constitué une sorte de lieu d'expérimentation qu'on pourrait dire d'expérimentation de la mondialité de la philosophie. Au départ, le programme est un programme qui est conçu pour enseigner la philosophie européenne aux non-européens, et au bout de 10 ans, je dois dire que c'est le moyen, en quelque sorte, ou un lieu, comment dire, vraiment de transversalité et d'échange, de plus en plus, entre des philosophies, des pensées, des épistémologies non européennes entre elles. Je dirais les choses comme cela en évoquant de nouveau Eboussi. Ce que nous avons mis en œuvre à travers ce programme, c'est ce qu'il appelait une pratique universalisante de la philosophie, appliquée à créer les conditions d'une authentique rencontre avec les multiples formes de pensée, de vie et de lutte pour la dignité, pour la terre, les droits des peuples, qui, nés des décolonisations passées et en cours, font notre présent, en venant, pour reprendre le mot de Sonny Laboutancy cité samedi par Zora Sneck dans la librairie Ombre Blanche, boxer la situation, à rebours de toute l'institution universitaire française, dont l'un de ses éminents représentants, peu importe, disait qu'elle visait d'abord à créer et soutenir une philosophie, je le cite, sans pathétique, sans tragédie, sans drame, et qui permettent en quelque sorte qu'on ouvre le 29 octobre 2018 un grand colloque universitaire sans être profondément affecté par le Brésil. Ce n'est pas cette philosophie-là que nous voulons. Comme le disait encore Eboussi Boulaga, je le cite, « Dans les conflits qui opposent entre eux les États et les nations, entre guillemets, civilisées, il apparaît que ce qui est obligatoire pour tous, pour leur survie, autant que pour leur rayonnement, entre guillemets, n'est plus le fait propre à une classe, à une aristocratie ou de valeurs héréditairement transmises, je cite encore Eboussi, le destin de tous et la technique alliée au nombre et à l'espace, la science appliquée à l'organisation du travail, à la production des richesses, à la guerre. » Fin de citation. La victoire est assurée pour ces nations à qui disposera de la plus grande rationalité technique dans tous ces domaines. Et cette supériorité sera garantie à la puissance coloniale qui aura, d'après Eboussi, le plus institutionnalisé, je cite, son parti pris de raison technicienne, c'est-à-dire sa philosophie. De ne pouvoir l'adopter, de ne pouvoir se subjectiver par elle sans anéantir tout ce qu'il est et à quoi il tient, le Muntu le sait mieux que quiconque, en tout cas mieux qu'un Français. La philosophie, je cite Eboussi, est la quintessence de la civilisation à laquelle il se trouve malgré lui obligé, et celle-ci est, je cite encore, la philosophie devenue monde. La pratique de la philosophie en Europe, et particulièrement en France, bureaucratique et scolaire par excellence, assignée à résidence dans des lieux définis, sous l'autorité et l'expertise de maîtres spécialement formés à cette ingénierie conceptuelle qu'est l'étude, pour reprendre le titre de la chaire de Guéroult au Collège de France, de l'histoire et de la technologie des systèmes philosophiques, satisfait pleinement cette exigence d'institutionnalisation, consistant exclusivement, plus ou moins explicitement, dans le commentaire de doctrines signées, appréhendées comme des combinatoires codifiés d'éléments autoréférentiels, des totalités intégralement intelligibles à partir des conditions processuelles et structurelles de leur production interne,
Disqualifiant toute autre forme de pensée, elle aura été indissociable de l'augmentation de la puissance, entre parenthèses, civilisationnelle, entre guillemets, pardon, civilisationnelle, c'est-à-dire coloniale, de la France au XXe siècle. Cette technologie des systèmes a d'abord eu pour effet de faire précipiter la réalité temporelle à partir de laquelle pourra se structurer la fiction d'une histoire hégémonique et eurocentrée du progrès civilisationnel. L'histoire de la philosophie, ancienne, médiévale, moderne et contemporaine, comme série à la fois orientée et imprévisible, de créations originales, procédant chacune de l'aptitude naturelle de personnalités d'exception à introduire des transformations inattendues au cœur même des structures conceptuelles qui, par convention, règlent et légitiment les productions philosophiques déjà certifiées par l'administration technologique de la discipline, entendue dans toute son extension, les ministères, les maisons d'édition, les sociétés savantes, les médias, etc. Servant un dessein national, la philosophie ne sera donc à proprement parler jamais étrangère. C'est également une évidence. L'histoire nationale que fait précipiter la technologie instituée des systèmes est grecque, latine, italienne, néerlandaise, britannique, allemande et plus récemment nord-américaine. Née du conflit des puissances coloniales, la philosophie française affirme d'abord sa supériorité technologique en inventant les systèmes philosophiques des puissances impériales centrales et en procédant à une authentique ancestralisation des auteurs nord-européens en lieu et place des ancestralités traditionnelles. J'essaye d'expliquer pourquoi on te dit à ombre blanche que ça n'existe pas, la philosophie africaine. Chaque Français se découvrant au lycée plus significativement descendant de Platon, Descartes ou Leibniz que de ses propres morts. L'institution inventant, comme elle le fait en contexte colonial, une parenté symbolique de substitution dont la principale caractéristique est de soumettre la descendance à l'autorité de père géniteur, jamais de rapporter les appartenances au ventre des femmes. Les semi-périphéries de l'Europe du Sud, dont les empires coloniaux se sont progressivement effondrés, de l'Europe centrale et orientale, comme les périphéries coloniales sud-américaines, africaines ou asiatiques, sont exclues de cette invention, nécessairement exclues, puisque, comme toute invention technologique, l'invention de l'histoire de la philosophie ne réussit qu'à condition d'échouer, c'est-à-dire de contre-inventer des espaces ethnogéographiques où sa supériorité est flagrante du fait même de ne pas pouvoir s'appliquer. Ceux des civilisations impériales déchues et du sous-développement civilisationnel. La rencontre avec James Carles et avec le vaste domaine de création que le Festival des danses des continents noirs ouvre depuis 20 ans au public toulousain a été pour nous la chance de pouvoir inscrire dans l'espace public notre détermination à pratiquer collectivement une philosophie qui ne soit pas, comme elle l'a été et continue de l'être, une des principales instances de légitimation et d'exercice du pouvoir et de la domination exercée sur les peuples.